Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant T, votre quotidienne qui décrypte l'actu du Finistère. De Mexico à New York, en passant par Nouméa ou par Pont-de-Buis, la Bretagne est en fête dans 115 villes du monde jusqu'au 25 mai. De festival en exposition, plus de 115 événements mettent à l'honneur notre région. Claudie Poirier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes coordinatrice de cette 7e édition de la Fête de la Bretagne. À vos côtés, Fanny Quérien. Bonjour Fanny. Bonjour. Alors vous travaillez au Moyen du Bord, c'est une association culturelle morlaisienne. Morlaix est l'une des villes étapes de la Fête de la Bretagne. Vous investissez donc la manufacture des tabacs de Morlaix pour redécouvrir ce lieu du patrimoine industriel breton. Un coup de projecteur en fait sur ce futur lieu culturel. Oui, alors c'est un futur lieu culturel, c'est déjà un lieu patrimonial donc, qui a été au cœur de la vie de Morlaix pendant plusieurs siècles. Et du coup aujourd'hui on veut permettre aux gens de se réapproprier ce lieu tout en pouvant observer les futurs projets, donc le futur pôle culturel qui va bientôt naître. Là-bas, on en reparle tout à l'heure ensemble. Puis comme chaque vendredi, vous retrouvez bien sur la brève de trottoir de Stéphane Leroy. Ce sera en fin d'émission. Et enfin, Frédéric Lorenzon est avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour Pauline. Et aujourd'hui, vous êtes intéressé aux déchets, car on s'intéresse beaucoup aux ordures ménagères. Et pourtant, ce n'est qu'une petite partie des déchets que l'on génère. Mais oui Pauline, on oublie souvent dans la balance les déchets liés à la construction. Quand on fait une maison par exemple, ou quand on refait une route. Et c'est 2 tonnes par an et par habitant. Donc dans le Finistère, on atteint 2 millions de tonnes. Un Finistérien, justement, Christian Lerouzic, a fait une activité de ce recyclage des déchets de chantier. Il a lancé son entreprise de collecte sur les chantiers il y a 3 ans et ça marche. Nous l'avons rencontré. On regarde. À Saint-Renan, dans ce lotissement en construction, les déchets de chantier s'accumulent au pied de certaines maisons, mais pas toutes. Si certains chantiers sont plus ordonnés et plus propres que d'autres, c'est grâce à cet homme qui a développé un service de collecte unique en France. Alors l'artisan a mis un sac dans lequel il met tous ses déchets de plaque-au-plâtre. Et on a également des bâches plastiques. Alors les bâches plastiques, il faut savoir que tout ce qui est livré sur les chantiers est filmé. Donc ça représente une quantité de bâches assez impressionnante. Chacun a fait un tri sélectif comme à la maison. Et nous on intervient après pour récupérer chacun de ces sacs. Dans notre entrepôt, on va aller récupérer chacune des matières, on va revaloriser. Ça évite que tous ces éléments soient enfouis, soit brûlés, comme ça pouvait se faire auparavant. Ancien agent d'assurance, Christian a tout plaqué il y a 3 ans pour monter cette activité. Mais il sait que d'ici 2020, le BTP devra recycler 70% des déchets de chantier. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est relativement compliqué quand même à mettre toutes les filières en place, à mettre le tri sélectif en place. Donc il va y avoir une logistique et une organisation, pas militaire, mais quasi militaire, pour quand même optimiser et rentabiliser effectivement ce type d'activité. Le camion de Christian passe tous les mois sur les chantiers. Il facture sa prestation 600 €. Ce promoteur lui a fait confiance dès le départ. Sur une construction, aujourd'hui, c'est une dépense qu'on a économiquement encore du mal à valoriser auprès de nos clients. Annoncer à un client que le traitement du déchet va représenter jusqu'à 1% du coût de sa construction, c'est encore compliqué. J'ai réduit les coûts, moi, de traitement de déchets avec lui, parce que lui arrive à revaloriser une partie de ses déchets. En moyenne, la construction d'une maison produit 1 tonne de déchets. L'année dernière, l'entreprise de Christian a traité 400 chantiers. À l'entrepôt, on mesure les volumes collectés. Là, c'est la caverne d'Alibaba et c'est un petit peu rempli là parce que sur le mois de mai, comme il y a beaucoup de semaines courtes, on priorise nos interventions sur les chantiers. Les filières de recyclage existent et d'ailleurs, en fait, ces filières-là voient d'un bon oeil mon activité parce que je fais un apport de matière qu'ils n'avaient pas forcément auparavant. 4 ans après sa création, l'entreprise de Christian emploie 3 personnes dans le Finistère et est présente dans 4 départements bretons. D'ici 2020, il espère développer son activité sur toute la façade atlantique. Alors Frédéric, c'est une initiative originale qui anticipe la réglementation sur les déchets dans le bâtiment. Une question parfois mal connue et pourtant on est proche de la saturation dans ce domaine. Oui, parce que là, Christian donc recycle certains déchets de chantier. On voit d'ailleurs qu'il y a encore beaucoup à faire. Mais il existe aussi ce qu'on appelle les déchets inertes, c'est-à-dire en gros les gravats, les briques enrobées, parpaings, morceaux de béton, carrelage. En tout, je le disais, c'est donc 2 millions de tonnes qu'il faut donc absorber chaque année dans le Finistère.
Alors comment ils sont traités ces déchets inertes? Le principal mode de traitement, c'est l'enfouissement dans les ISDI, les installations de stockage de déchets inertes. On choisit un site, on y dépose les gravats pendant plusieurs années, on fait un grand tas, on recouvre de terre végétale et après on plante des arbres. Voilà. Il n'y a aucune possibilité de recycler tout ça? Si, bien sûr. Le béton ou les pierres peuvent être concassées. Il y a des gros engins qui réduisent tout ça en petits graviers afin d'obtenir de la matière pour faire notamment les soubassements de routes, par exemple. Mais aujourd'hui, ce mode de recyclage n'absorbe qu'une partie de la production. C'est 6%. Exactement. Donc dans le Finistère, on voit 6 millions de 2 millions de tonnes, quoi, et comparé aux 22% qui vont dans les ISDI dont on vient de parler avant. Donc c'est là que ça bloque. Oui, tout à fait, parce que pour être rentable, un ISDI ne doit pas être trop éloigné des zones de travaux, donc il en faut beaucoup. Or, dans le Finistère, certaines zones sont saturées, les sites arrivent vraiment à saturation. C'est le cas notamment dans le Cap Sizun, dans la région de Quimperlé ou encore dans la région de Pléba. Et puis, il y a aussi la réticence des élus et de la population locale à voir s'installer évidemment de nouveaux sites de stockage. On a le cas notamment à Rumingol où les riverains se battent pour faire interdire un ISDI depuis maintenant 3 ans. Alors c'est quoi la solution, Frédéric? Évidemment, il faut agir sur plusieurs leviers, réduire les déchets à la source, augmenter donc la réutilisation des matériaux, ça se fait déjà, développer le recyclage, monter bien au-dessus des 6% actuels, et puis aussi mieux organiser la répartition des sites de stockage pour que, évidemment, il y ait peut-être une meilleure utilisation des sites déjà existants. Merci, Frédéric. La SNCF profitait du pont de l'Ascension pour avancer de gros chantiers sur le réseau ferré breton. À Saint-Martin-des-Champs, près de Morlaix, exit le passage à niveau. Les voitures passeront sous les voies désormais. Alors, quelle incidence pour la circulation durant les jours à venir? On écoute Didier Révon et Serge Leroux de la SNCF au micro de Christophe Boucher. Cette intervention, elle intervient dans la suppression du passage à niveau 273 qui est à côté. Et pour ce faire, donc, il a été choisi de faire un pont-rail et donc de le construire au préalable sur site pour le RIP, pour l'opération du week-end. Le trafic est totalement interrompu, c'est la seule solution. Il faut donc couper la voie pour pouvoir réaliser ce genre d'opération, ce qui veut dire qu'aucun train ne circule jusqu'à dimanche, également 13 heures. On a 72 heures pour laisser les techniciens réaliser cette opération. Charge maintenant aux transporteurs de s'organiser différemment. On a au total 110 cars qui réalisent des trajets entre Brest, Morlaix, entre Landerneau et Morlaix, mais aussi entre Morlaix et Roscoff. 110 cars étalés donc sur 72 heures, avec en plus une flotte de cars mis en réserve en cas d'affluence supplémentaire. Un air de Trafalgar soufflé sur la rade de Brest ce vendredi. Le Grand Prix de l'école navale a vu s'affronter les marines britanniques et françaises pour une régate sportive et conviviale. Julie Sicot est allée voir le spectacle à Camaret. « 57 bateaux au large de Camaret et parmi eux, 3 équipages issus de la Navy, la marine britannique, reconnaissables aux lettres GBR sur leur voile. En ce moment, ils affrontent 3 équipages de la marine nationale. Et alors, qui gagne pour l'instant? Pour l'instant, ce sont les Français, oui. Ils sont meilleurs que les Anglais? On verra. Ils sont très expérimentés et oui, ils ont des bons navigateurs. Mais on verra. Nous n'avons pas vraiment de la chance dans la première course. Un challenge interarmé qui permet aux marins d'échanger sur leur travail. L'an dernier déjà, des équipages de la marine britannique étaient venus affronter les Français. La tradition commence à s'installer. Je pense que c'est en train de devenir une tradition. Alors, l'année prochaine, les Français viendront au Royaume-Uni pour nous affronter sur l'eau, car ces 2 dernières années, nous avons navigué ici. Et ce tableau cosmopolite ne serait pas complet sans une 3e nationalité. C'est un Allemand qui est à la manœuvre pour coordonner ce mélange militaire. Un élève officier en échange à l'école navale de Lanvéoc. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir gérer tout ça parce qu'il y a tous les différents esprits. Il y a quand même un aspect culturel aussi qui est un peu différent. Mais c'est ça qui me l'a fait aussi très intéressant. C'est quand même un esprit très détendu et évidemment les militaires en profitent aussi pour se détendre un petit peu.
ici sur Terre, pas sur l'eau. Sur l'eau, c'est très tendu. Et il semblerait que cette année encore, les Français aient pris l'avantage, mais d'une très courte tête, 1 point seulement devant les soldats de sa très chère Majesté. La fête de la Bretagne, c'est partout dans le monde et en Bretagne aussi, bien sûr, et ça dure jusqu'au 25 mai. Alors, difficile de définir ce qu'est la fête de la Bretagne parce qu'on y trouve de tout. Musique traditionnelle, chansons, électro, cuisine, cinéma, patrimoine, randonnée, jeux, bref, tous les événements culturels qui ont un lien de près ou de loin avec la Bretagne peuvent en faire partie. Claudie Poirier, vous êtes la coordinatrice de cette fête de la Bretagne. Alors, on peut avoir l'impression d'un événement un peu fourre-tout. Comment vous définissez cette fête de la Bretagne ? On peut avoir ce sentiment-là, c'est assez juste, parce qu'il y a une très grande diversité dans la programmation et chaque organisateur est libre de porter le projet qu'il souhaite, comme il le souhaite, avec les artistes et la définition culturelle ou l'expression artistique qu'il recherche. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a autant de visions de la fête de la Bretagne qu'il y a d'organisateurs dans la fête de la Bretagne. Et la fête de la Bretagne à New York ou à Pont-de-Buis-les-Chimères va forcément être différente parce que les influences sont différentes. Néanmoins, pas les critères quand même. si, néanmoins. La région, à travers la fête de la Bretagne, développe aussi une politique d'attractivité du territoire et il est demandé aux organisateurs, à travers leurs événements, de bien vouloir apporter une dimension valorisante au projet qu'ils font et à cette idée de fête de la Bretagne dans le respect de certains critères qui vont être les suivants. Il faut que ça participe à valoriser la Bretagne, donc chacun va le faire aussi en fonction de sa sensibilité, mais ça va être une touche artistique qui va avoir trait à des aspects de la culture bretonne traditionnelle ou de la culture hip-hop, mais qui vit aussi en Bretagne, ou ça va être une communication bilingue qui va faire valoir ou le breton ou le gallo, ou pourquoi pas le breton et le gallo. Ça va être aussi le fait d'avoir une ambiance au bar ou à la petite restauration où on va retrouver les produits locaux. Et c'est vrai qu'il faut que le public qui va venir sur un événement fête de la Bretagne sente qui ne pourrait pas vivre cet événement ailleurs. qu'en Bretagne. Donc ce critère de valorisation de la Bretagne est très important. Même s'il n'est pas en Bretagne. Même s'il n'est pas en Bretagne, la fête de la Bretagne à New York. Mais c'est un territoire virtuel. Ce petit, voilà, c'est un territoire donc l'objectif, virtuel. on le comprend, Claudie, c'est de montrer la diversité de l'identité bretonne finalement et de la valoriser. Tout à fait. C'est aussi pratiquer des tarifs bas de façon à ce qu'une famille puisse venir sur un événement sans que ça lui coûte trop cher. C'est aussi répondre à une valorisation de la mutualisation, le travail entre acteurs associatifs d'un même territoire qui vont se donner des coups de main. Et puis il faut que ce soit la fête. Et la fête, la plupart du temps, ça passe quand même par une définition, un goût musical. Voilà, faut que ça bouge. Cette année, vous avez instauré des villes-étapes qui sont dans le Finistère, Morlaix et Pont-de-Buis. Morlaix, justement, Fanny Kérien, votre association Les Moyens du Bord, se mobilise pour la fête de la Bretagne. Ça se passe dans l'ancienne manufacture de tabac. Alors, de quelle façon vous vous êtes associé, justement? Pourquoi vous êtes associé à cette fête de la Bretagne? Parce que c'était des expositions que vous aviez déjà prévues d'avance? Ou ça s'est vraiment fait pour rentrer dans ce cadre-là? Alors non, on a vraiment organisé quelque chose pour rentrer dans ce cadre-là. Le but, c'était un peu de rassembler en fait plusieurs associations, plusieurs partenaires avec qui on a l'habitude de travailler. Et c'est vraiment l'occasion de l'année pour le faire. Et voilà. Alors, ville-étape, un mot... Ville-relais, ça veut dire quoi alors? Elles sont plus mobilisées que les autres villes où il y a des événements? On a essayé de développer, c'est la 9e édition de la Fête de la Bretagne cette année, et tous les ans on essaye aussi d'innover, d'apporter quelques éléments nouveaux. Et puis parce qu'on réfléchit aussi, c'est un projet qui est en construction, on le compare souvent à la Saint-Patrick irlandaise qui a 250 ans. Nous on en a que 9, mais on essaye d'y aller quand même. Et on s'est dit qu'on allait initier quelque chose avec des villes moyennes, et surtout avec des villes avec lesquelles la Fête de la Bretagne entretient une histoire particulière depuis 9 ans, évidemment. Les Moyens du Bord font partie de cette grande histoire et Pont-de-Buis-les-Chimères avec musique en arvorique également. Et on leur a demandé s'ils ne pourraient pas pousser davantage le projet sur leur territoire en créant des animations en semaine, bien évidemment, mais aussi en relayant auprès des populations qui iront moins spontanément vivre un événement festif parce que c'est pas la culture de la famille. Et donc, c'est d'attraper la population par d'autres vecteurs en quelque sorte. Donc, les médiathèques vont mettre l'accent sur des éditeurs, sur des auteurs bretons qui traitent de la Bretagne. Les maisons de la petite enfance vont conter des histoires
Ou par exemple Cédric Guillermo, Arthurienne. qui a attrapé la population des jardins partagés de Morlaix et qui a développé, alors peut-être vous allez l'expliquer mieux que moi, autour d'idées qui venaient des usagers des jardins partagés, créer des objets, c'est un petit peu ça, C'est Fanny. ça. En fait, on l'a invité en résidence au jardin solidaire, donc un jardin partagé animé par un comité de chômeurs à Morlaix. Et l'idée, c'était de discuter en fait avec les jardiniers, de voir comment eux jardinaient leur petite parcelle et de voir avec eux s'il n'y avait pas un outil, même improbable, qui pouvait les aider dans leur quotidien au jardin. Alors, on l'a rencontré ce matin, il nous explique comment ces créations s'inscrivent aussi dans cette fête de la Bretagne. On l'écoute. Par exemple, Nathan, il occupe le jardin et il fabrique des cabanes. Et lui, pour que sa cabane soit propre, entre guillemets, surtout à l'automne, c'est de ramasser les feuilles. Et donc, il m'a suggéré en fait un outil pour ramasser les feuilles. D'après la description et les éléments qu'il m'a donné, qu'il m'a fourni, j'ai réalisé en fait cet outil qui se rapproche dans un univers enfantin, qui est le moulin à vent en fait. Hein, voilà. Et là, c'est réalisé en tôle et donc avec une branche puisque il souhaitait qu'il y ait un rapport au végétal en fait, voilà, dans l'outil. Là, on est quand même dans un bassin, la Bretagne, qui est quand même tourné vers l'élevage, l'agroalimentaire. Donc le lien aussi, il est là, quoi, quelque part. En fait, de par ma pratique globale, ici c'est un projet spécifique qui a un travail sur les jardins solidaires, donc avec voilà. Mais c'est vrai que plus globalement, moi, je suis tourné effectivement sur cette pratique, en fait, qui sont les valeurs en fait de la Bretagne aussi, quoi. Donc je suis pas un artiste régionaliste, mais en tout cas, j'essaye de promouvoir aussi le travail de la terre, quoi. Voilà. Alors on le voit, Claudie, la fête de la Bretagne, c'est aussi mettre en avant la créativité bretonne, comme avec Cédric Guillermo. Elle se caractérise comment, cette créativité bretonne? Est-ce qu'elle est plutôt moderne ou traditionnelle par rapport au projet que vous avez pu voir? Est-ce qu'elle est beaucoup tournée vers la nature, comme avec Cédric? Alors, elle s'invente. Parce que même dans le milieu traditionnel, la tradition, ça veut dire transmettre. Hein. Donc, elle est aussi très évolutive, cette tradition. Et on voit de plus en plus d'organisateurs qui mixent des apports contemporains et des apports plus traditionnels. On voit aussi des artistes, parce que ça fait partie de leur mode de pensée, qui vont associer les expressions. Je pense à notamment Chris Men et Alem, qui seront à Tréguier la semaine prochaine. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus naturellement. À l'heure qu'il est, je suis incapable de vous dire si on est à 55 ans de tradition et actuelle, mixé, quoi. Ça respire. Alors d'ailleurs, il y a d'autres expositions. Un petit mot, Fanny, sur ce qu'on peut voir aussi à la Manufacture des Tabacs en dehors du travail de Cédric Guillermo. Alors, au niveau des expositions, on aura des expositions de photos. Notamment, il y avait un concours qui avait été organisé par Bretagne Durable et Solidaire, l'association, et c'est le public en fait qui a pu participer. Après, il y aura aussi du théâtre, il y en aura pour tous les goûts, des concerts, des ateliers pour les enfants et pour les adultes. Et alors, toujours à la Manufacture, il y a aussi, vous aviez travaillé au mois de janvier sur Je suis Charlie avec les enfants de Morlaix. Les travaux sont encore exposés durant la fête de la Bretagne. C'est ça, il y a eu une journée en fait où on a mobilisé le public morlaisien et les associations morlaisiennes. Voilà, en journée de riposte. Engagée aussi. C'est ça. Alors, c'est aussi l'occasion de promouvoir la Bretagne hors de ses frontières. Vous en touchez un mot, Claudie. Une dimension internationale. On dit que les Bretons sont voyageurs. On le voit avec cette fête de la Bretagne. Une tournée d'artistes bretons aux États-Unis. Braise Makes, j'imagine que c'est au Mexique. Oui, à et Zong Braise, carrément, en Chine. En Chine, à Pékin, à Shanghai, à Qingdao. C'est quoi? C'est des groupes d'expatriés qui montent ça? Oui, tout à fait. Ouais. Ils sont structurés en association. Ils restent bretons. Ils se rendent compte aussi, souvent, quand on est à l'extérieur, on est un peu plus soi-même que quand on est chez soi. Mais vous faites comment pour coordonner la fête de la Bretagne? Parce que vous allez être entre Mexico, Claudie, New York, Hong Kong, c'est un territoire virtuel. Je navigue sur mon ordinateur, je passe ma vie sur mon ordinateur, mais il émane tellement d'énergie. Et puis, comment ne pas saluer aussi le fait que Charles, Jean-Paul, Michel, à l'autre bout du monde, arrivent à secouer le cocotier local pour intéresser les gens à la culture bretonne et faire en sorte que ça marche. Et ça marche. Au Fest-Noz de Pékin, il y a 1000 Chinois. C'est quand même fort, beaucoup, quoi. À l'échelle de la Chine. Non, mais à l'échelle d'un Fest-Noz de par chez nous, c'est quand même assez impressionnant. Et on va avoir toutes les communautés interceltiques qui vont être présentes. Donc, on va retrouver les Écossais, les Gallois, les Irlandais, etc. Mais on va retrouver aussi tous les expatriés francophones
qui n'ont pas la chance d'avoir une culture aussi forte que la nôtre et qui du coup vont profiter de ce côté cidre et crêpes pour s'offrir une bonne soirée pleine de convivialité. Et c'est aussi l'occasion d'échanges économiques, donc c'est du grand bonheur. Oui. Alors c'est une fête qui repose beaucoup sur l'implication des bénévoles. Ils sont 7000 cette année. C'est assez énorme, Claudie. C'est aussi ce qui caractérise la Bretagne, cette dynamique collective qui permet ce genre d'organisation. Je pense que la fête de la Bretagne, la région à travers cet événement n'a rien inventé. Elle s'appuie sur ce qui existe naturellement en Bretagne. Ce côté investissement associatif, c'est une réalité. Et nous, on la met juste en valeur, comme on met en valeur la diversité de la Bretagne. Elle n'a pas qu'un visage, elle en a des multiples. Et c'est ce que disait Fanny au moyen du bord. Toutes les aventures sont permises. Et c'est peut-être du coup difficile de cerner l'événement parce que c'est pas une date à un moment donné, une affiche magnifique, c'est une multitude d'affiches. Votre coup de cœur, Claudie. Allez, vous nous choisissez un. J'en ai plein. Vous pouvez dire celui de Fanny comme elle a écouté. Ouais, je pense que je dirais les moyens du bord, mais en plus, c'est vrai, ce sera assez juste. On l'a vu sur les images, en tous les cas, ça a l'air attractif. C'est un événement très fort, très porté. Merci beaucoup. En tous les cas, toutes les animations proposées durant la fête de la Bretagne sont gratuites ou presque. Oui. Pas loin d'être gratuites. Vous retrouvez tout le programme sur www.fêtedelabbretagne.bzh, évidemment, et sur le telegram.com qui propose une belle carte interactive des événements aussi. Allez, on passe à la brève de trottoir. Et c'est Tissim aujourd'hui qui s'intéresse à la réforme des collèges. Ouais, ça gaze avec toi ou quoi? Ici, c'est Tissim qui te parle dans le poste parce que je sais pas si tu as vu, mais récemment, à la télé, dans les radios, dans le journal, ça, on parle que de ça, c'est la réforme des collèges. Et vu que moi, je suis au collège, j'ai décidé de venir de te parler de la réforme des collèges. Non mais c'est vrai, hein. Moi quand ma mère elle a vu ça, la réforme des collèges, elle a dit peut-être que c'est bon à Nîmes, ils vont pouvoir apprendre à lire et à compter maintenant aux gosses au lieu de leur faire des trucs terribles qui servent à que dalle. Mon père il a dit ouais ce serait une bonne idée, moi j'ai pas très bien compris mais comme ma mère a dit je te dis. En fait c'est pas ça la réforme des collèges, moi j'ai rien compris du tout. Il va falloir qu'il y ait de la je sais pas quoi, ou le prof de physique, il va être obligé d'aller avec le prof d'histoire géo t'expliquer un truc qui n'ont rien en commun, mais quand même ce sera bien parce que c'est le ministre qui a dit, ma mère cela elle a dit, cela c'est des bons à Nîmes. Et moi là, je sais pas ce que c'est. D'autant que l'autre jour, notre prof de PS a dit, il va falloir que vous appreniez à faire 25 mètres dans un endroit aquatique sécurisé adéquat. Et nous, on n'a rien compris. Par exemple, avec Kevin Lebris, on s'est regardé et on s'est dit, mais on n'a pas compris. La maîtresse, la prof de sport, elle a dit, à la piscine, quoi. Et nous, on a dit, ça, on comprend, mais on sait toujours pas si c'est Kéralé, Recouvrance ou Samar. Ça nous cause plus à nous, par exemple, que le bassin aquatique, je sais pas quoi. Et puis, moi, ce que je trouve vraiment dégueulasse, et là, je parle, parce que ils sont pas là, mes vieux, c'est que la réforme du collège, les collégiens, ils ont même pas été avertis, hein. On n'aura pas demandé leur avis alors qu'on a des tas de trucs à dire. Nous, par exemple, le latin et le grec, on sait ce que c'est, puisque mon père, il dit que je suis à minus tout le temps. C'est bon, hein, maintenant, on sait faire du latin, hein, ça sert à rien de continuer des heures, hein, puisqu'on sait ce que c'est minus. Et par exemple, nous, on voudrait avoir 16 heures de foot par semaine. Et ça, personne n'en a parlé. 16 heures de foot, ouais, parfaitement, avec Kevin Lebris, avec Brendan Troidec, et avec l'autre, là, je sais pas comment il s'appelle, mais qui vient d'arriver, il est vachement fort en neuf, il est un peu Cristiano Ronaldo. Ce qu'on voudrait aussi, parce que maintenant, il y a des selfs partout, c'est plus de rab à la cantine, parce qu'on des fois, on a que quoi qu'à bouffer. T'as du quinoa, des betteraves rouges, c'est dégueulasse. Alors que d'habitude, quand t'as des frites, tout le monde veut du rab. Et ça, par exemple, personne ne nous a écouté, hein. Même pas la ministre, que je sais pas le nom, parce que c'est trop compliqué à retenir. Donc moi, je dis à madame la ministre, dont je sais pas le nom, parce que c'est beaucoup trop compliqué à retenir, plutôt que d'aller dans des trucs où il y a des gens en costume, tout ça, hein, je vois bien qui c'est, hein, je sais qui c'est, hein, elle ferait bien de demander aux collégiens, comme ça on aurait du foot et du rap de frites à la cantine. Ouais, on n'est pas à l'Élysée. Voilà, c'était Stéphane Leroy, et tout de suite on passe au Focus Programme. Et ce samedi sur TBO, ne manquez pas votre direct de handball dès 20h15. Les filles du Brest-Bretagne Handball affrontent Chambray. Bande annonce. Dernière rencontre de la saison pour le Brest-Bretagne Handball qui reçoit Chambray à la Brest Arena. Devant leur public, les Brestoises voudront conclure leur championnat par un nouveau succès. Ouais, très bien vu ça. Et effacer la défaite du match aller. Mais face à la meilleure attaque du championnat, rien ne sera simple pour les joueuses de Laurent Bezeau. Oh là là, Marion Limal, inarrêtable. Brest-Bretagne Handball contre Chambray, c'est samedi 16 mai à partir de 20h25 sur vos chaînes locales, TBO, TB Sud et TVR. Et voilà, l'émission est
quasiment terminé. Merci beaucoup, mesdames, d'être venues sur le Merci à plateau. vous. Je rappelle que la fête de la Bretagne, c'est jusqu'au 25 mai. Vous trouverez forcément un événement à côté de chez vous pour y participer. Merci, Frédéric. Merci, Pauline. Nous, on se retrouve lundi pour une nouvelle émission. D'ici là, passez un excellent week-end sur TBO. Ciao.